L'idée de l'analyse prédictive, donc de la data science, on voit qu'on a quand même une partie descriptive très importante. L'idée, ça va être de mettre des modèles statistiques qui vont vous mesurer l'influence des facteurs. Par exemple, si on parle de taux d'absentéisme, on se dit ok, je vais aller fouiller les données, je vais aller voir quels sont les phénomènes qui expliquent un chiffre. Par contre, ce serait bien d'avoir aussi la connaissance de qu'est-ce qui influence mon taux d'absentéisme et comment le pondérer. C'est-à-dire quel est le niveau, justement, comment il influe là-dessus. Une fois qu'on a cette description, qu'on a ces modèles statistiques qui nous permettent d'avoir une meilleure compréhension et de pondérer l'influence des facteurs, l'idée derrière, vous l'avez bien compris, ça va être d'anticiper les actions et puis les phénomènes en faisant l'analyse prédictive qui nous permettra de piloter mieux pour anticiper. Alors il y a une image qui est assez souvent utilisée justement pour faire cette transition du décisionnel au prédictif. Le décisionnel, c'est vraiment connaître pour mieux comprendre. C'est-à-dire qu'on a des tableaux de bord qui nous permettent de voir la situation actuelle basée sur l'historique. On peut prendre l'image, c'est comme conduire une voiture en regardant que dans le rétro. Ça ne nous permet pas de savoir les directions où on va et il manque cette information pour pouvoir anticiper les bouchons ou, en l'occurrence le mur, ou aller sur la ligne d'arrivée. Le prédictif, comme je vous l'ai dit, ça va être de mettre un modèle statistique derrière qui nous permet de mieux comprendre et de mieux pondérer justement l'influence de chacun des facteurs. Grâce à ça, l'idée, ça va être de pouvoir anticiper les bouchons en l'occurrence ici, mais surtout de pouvoir conduire une voiture en regardant dans le rétro et devant, ce qui est beaucoup plus pratique, vous en conviendrez tous, je suppose. Donc en cela, on parle souvent de business intelligence quand on fait ces tableaux de bord, et puis on parle de data science quand on parle un peu d'analyse prédictive. Il faut avoir en esprit que c'est deux métiers qui sont similaires, c'est-à-dire qu'on va retrouver les mêmes étapes, c'est-à-dire qu'on va spécifier, cadrer des besoins, on va avoir une préparation des données qui est toujours très importante, qui est bien faite justement au niveau du cépage et qui permet d'avoir ces données de bonne qualité, l'analyse des données, et puis après on va restituer ça, on va former sur les outils, et puis on va maintenir tout ça. L'idée de tout ça derrière, ça va être de valoriser la donnée. C'est vraiment cette notion, c'est-à-dire qu'à partir de tout ce que vous avez, cette richesse de données d'informations, ça va être de la caractériser, de la valoriser. Donc bien sûr, on retrouve ces trois grandes étapes, donc celle qui est très chronophage, la préparation des données, donc ça c'est quelque chose qui est déjà fait dans les entrepôts de données, donc en grande partie. Et puis derrière, on va passer sur cette étape d'analyse descriptive des données. Alors ce terme d'analyse prédictive, c'est vrai que j'ai tendance à dire que c'est un faux ami. Dans prédictive, on ne parle pas que de prévision. On a aussi ce côté, encore une fois, de description au sens statistique, mathématique, des phénomènes. Ça, c'est relativement important. Une fois qu'on a bien fait ce travail d'analyse descriptive, c'est-à-dire qu'on a posé des modèles pour bien comprendre un phénomène, l'étape d'après de prévision, elle est naturelle, c'est-à-dire qu'on va appliquer notre modèle et puis là, les prévisions vont découler. C'est un peu la cerise sur le gâteau, on a un beau modèle et puis on arrive à anticiper ce qui se passe. Donc ce qui est important, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est ce schéma-là, sur l'analyse prédictive, mais là que pour enrichir vos données. Elle est là pour valoriser vos données. C'est-à-dire que vous avez vos données qui sont en bleu là-haut, c'est des choses qui sont consolidées, qui sont qualifiées, auxquelles vous avez accès. L'idée de l'analyse prédictive, ça va être d'enrichir vos données. C'est-à-dire qu'on va faire passer ça dans l'analyse prédictive, des modèles d'IA, etc. Et puis ce qu'on va en ressortir, c'est qu'on va venir enrichir cette base avec soit de nouveaux indicateurs, soit des prévisions, soit des nouvelles informations. Donc l'analyse prédictive n'est là que pour enrichir vos données, valoriser vos données et avoir une meilleure compréhension. Donc l'intérêt, alors, en termes de cas d'usage, de domaine, ça s'applique à peu près partout. Je n'ai pas encore trouvé de cas de domaine où ça ne s'appliquait pas. Et j'ai essayé de centrer ça, vous allez le voir, je vais illustrer ça dans la démonstration juste après, sur trois grands cas d'usage qui pourraient vous concerner. Le premier, ça va être d'explorer les données. J'ai déjà dit 2-3 fois, j'espère que le message est assez bien passé. Et déjà, de décrire les données au travers d'un modèle statistique ou mathématique, ça vous permet de gagner en termes de compréhension des phénomènes. Donc ça va être de déterminer les facteurs influents, de pondérer leur influence, et puis de détecter des phénomènes significatifs sur chacun de ces facteurs qui viennent expliquer un fonctionnement, qui mettent en lumière des problèmes, des anomalies, etc. Deuxième cas, un peu plus parlant, ça va être de prévoir les besoins. Prévoir les besoins, vous avez des commandes qui sont dans le passé sur des achats, l'idée ça va être de prévoir les futurs besoins pour anticiper les commandes et pas tomber en rupture de stock. Des choses qui parlent assez bien, donc prévoir les situations et anticiper les besoins. Et puis le dernier cas, alors là,
on va être plus sur le développement de nouveaux services. L'idée, c'est d'analyser l'intérêt des nouveaux services, d'un nouveau service que vous pourriez proposer au sein de votre établissement, de caractériser les cibles et d'optimiser justement le déploiement de ce service tout en accélérant sa mise en place et en optimisant son ROI. Donc, ce que je vous propose maintenant, ça va être de faire 3 petites démonstrations sur 3 cas d'usage. Je vais essayer d'aller assez vite, mais on pourra prendre le temps de discuter après là-dessus, il n'y a pas de souci. Le premier cas d'usage, j'ai pris un cas, voilà, comme on en a parlé un petit peu avant, j'ai pris un cas qui, j'espère, parlera à tout le monde, la gestion des ressources humaines. On a 2 grands indicateurs, alors j'en ai pris 2 ici, le taux d'absentéisme ou de présentéisme, qui est beaucoup utilisé de plus en plus maintenant, et puis une autre chose qui s'appelle le taux de recours à CDD. Ah oui, si les personnes sont absentes, on a besoin de les compenser. Donc ce que je vous propose, c'est déjà sur ce côté explorer les données. Voilà un tableau de bord, on va dire, somme toute classique, hein, comme on a pu voir, qui sont construits, où on a des informations qui sont données sur le taux de recours à CDD. On voit différents établissements qui sont donnés ici. Voilà, on les voit rouge, vert, selon des seuils qu'on a définis par rapport à cet indicateur. Et puis on a pas mal de choses. Et puis là, on voit, ici, vous avez le nombre d'heures d'absence selon les motifs. Et puis là, on voit quelque chose, on dit, tiens, on a 29% ici, si on passe dessous, en maladie. Ou alors, on va rester sur la maladie, par exemple. Pourquoi ? Et on se dit, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui fait que ce chiffre est si élevé sur ce motif-là. L'analyse prédictive, dans ce cas-là, vous permet d'aller fouiller les données. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train d'évaluer quels sont les facteurs influents, le plus, il les hiérarchise, et après, parmi ces facteurs influents, donc on voit que... Ah, il n'a pas fini, pardon. On va voir qu'il a trouvé plusieurs facteurs influents, j'espère. Et dans ces facteurs influents, il essaie de trouver un phénomène significatif au sens statistique, donc qui s'écarte de manière anormale, atypique de la moyenne, et qui permet d'expliquer ce chiffre. Vous avez différents phénomènes ici qui viennent expliquer le truc. Le premier des facteurs influents qu'il a trouvé pour expliquer ce chiffre élevé, c'est les établissements. Voilà, il y a un facteur influent qui est les établissements contribuent. Le type d'établissement, les établissements en l'occurrence, il y en a certains qui s'écartent de la moyenne. Le taux de recours à CDD est dépendant fortement des établissements. Il va vous sortir un petit graphe, je suis confiant. Il va vous montrer qu'il y a un établissement qui tire justement ce chiffre vers le haut. Il s'écarte significativement de la moyenne. Le deuxième, ça va être le type d'activité. Il a trouvé que le type d'activité, la gériatrie ou d'autres services, aussi ont un impact fort sur le taux de recours à CDD. Et donc là, il va vous trouver qu'il y a un service en particulier qui contribue fortement à expliquer ce chiffre. Le deuxième cas que je vous ai cité, j'espère que celui-ci marchera un peu mieux, c'est de prévoir les besoins. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a tous en tête un petit peu en prévision, enfin les prévisions. C'est, imaginons, on a des commandes passées, on a un historique de commandes sur des produits, par exemple, je ne sais pas moi, les achats de pansements, de seringues ou d'autres, tout type d'achat. Vous avez un historique et vous aimeriez bien pouvoir anticiper les futures commandes de manière à ne pas avoir trop de stock, mais pas non plus tomber en rupture. Donc l'idée ici des modèles, ça va être d'analyser l'historique, d'essayer de déterminer si vous avez des tendances qui ressortent, des saisonnalités ou des cycles sur vos produits, de grouper tout ça, de comparer tous les modèles et vous sortir des prévisions. Donc dans ce cas-là, donc ça c'est l'outil SAP qui est derrière, qui s'appelle SAP Predictive Analytics. Je vais vous faire une petite démonstration et je sais que cette fois-ci rien ne va marcher. On va faire une analyse de série temporelle. Donc l'idée ici, c'est que j'ai un petit fichier. Alors il faut imaginer qu'on va se connecter directement à la base. Hein. Mais ici, on va partir sur un petit fichier assez simple, qui n'est pas celui-ci, qui est, hop, voilà, un fichier assez simple où vous avez différents produits pour lesquels vous avez des dates de commande et puis vous avez des quantités. Je veux dire quelque chose d'assez basique pour faire, très simple, pour faire des prévisions. Donc à partir de là, voilà, on va le guider, on va lui faire analyser les données, il arrive à retrouver que des dates, c'est des dates, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Hop. Et puis on va se concentrer sur un seul produit. On va en choisir un produit, hop, le plâtre 6, très bien. Vous avez compris, c'est ce qui concerne de la résine pour les plâtres, des commandes. Alors c'est des données d'un CH qui est placé à un endroit particulier, vous allez comprendre tout de suite. Je ne le citerai pas par contre, je suis désolé. Et puis là on va se dire, j'aimerais bien avoir 10 mois de prévision pour pouvoir justement avoir un peu de recul et puis voir avec le fournisseur s'ils vont bien livrer. Alors, hop, on va lui mettre 10 mois de prévision.
Et donc là, je vais lancer la génération du modèle. Il est allé beaucoup plus vite que tout à l'heure. Donc là, il m'a trouvé un modèle. Alors, il vous dit la tendance, les composantes, etc. Si vous êtes intéressé par le côté statistique, je suis toujours preneur des discussions. Et il vous sort un critère qui lui a permis de dire ça, c'est le meilleur modèle. Il en a testé plein. Il en a testé plein parce que les capacités maintenant de calcul, c'est pour ça qu'on a des outils qui sont accessibles maintenant, permettent de faire ce genre de choses. Une fois qu'on a ça, on se dit bon, bah, il a trouvé un modèle, croyez-moi, avec le critère qu'il avait, il était bon. Et puis on va pouvoir afficher les prévisions. Donc là, vous avez en vert les commandes passées, en bleu les prévisions, enfin le modèle qu'il a détecté, donc vous avez les prévisions, dont on est ici, hein. Vous avez les prévisions dans le futur, et puis il vous montre s'il avait prévu dans le passé ce qu'il aurait donné. On voit qu'il est plutôt pas mal. Ici en plus on a un cycle sur la résine qui est placé sur le mois de janvier, février. Je vous laisse deviner à peu près où ça se situe. Et puis en rouge, vous avez la tendance, ce qu'on appelle la tendance. Donc on voit ici sur un produit, on se dit bah, c'est très bien, il a réussi à me trouver un modèle qui est pertinent pour faire les prévisions. Je vais m'en inspirer maintenant pour passer mes commandes, anticiper les futurs achats. Ça paraît clair à tout le monde, je pense que c'est quelque chose qui parle assez bien. Donc une fois qu'on l'a fait pour un produit, vous doutez bien qu'on ne va pas faire ça sur tous les produits. L'idée c'est de faire ça de manière automatique. Et c'est là où je vais repasser sur cette démo. Où vous avez ici, donc pour 3 produits, j'en ai mis un peu plus, j'aurais pu en mettre plein, mais quand on voit la lenteur de la connexion Internet, j'ai bien fait d'en mettre que 3. Et donc ici, toujours le même principe, voilà, on a nos prévisions qui sont arrivées, et on a vraiment cette vision, ce suivi. Dans tout ce que j'ai dit, ce qui est important, vous allez me dire, un peu, ça fait écho à la question qu'on a eue ce matin, sur l'IA par rapport à des modèles statistiques classiques. Qu'est-ce que ça apporte de plus? L'IA, ce qui est important, c'est qu'il doit réapprendre tout le temps, il doit s'automatiser, il doit toujours être à jour. Un modèle statistique n'est valable que le jour où vous le faites. Demain, il sera plus valable. Ces outils-là, justement, d'analyse prédictive, réapprennent régulièrement. Ils vont toujours être à jour. Le modèle qui est déterminé ici, il est valable aujourd'hui. Demain, peut-être qu'il y aura un changement de comportement. Il va y avoir un changement du manière de fonctionner. Et le modèle va s'adapter automatiquement. Et donc, il sera toujours à jour avec des indices de prévision, parce qu'une prévision sans qualité de prévision, ça ne sert à rien. Vous pouvez gérer que vous avez des qualités de prévision qui sont de 4 sur 5, 5 sur 5, 5 sur 5. L'avantage des modèles statistiques et de l'IA, c'est qu'il est objectif. Il ne triche pas. Quand il n'y arrive pas, il vous dit non, je n'y arrive pas. Alors qu'un humain, des fois, on sait qu'il arrive à dire ouais, celui-là, il y arrive. Mais bon, ça c'est autre chose. Il vous donne le nombre de mois de prévision que vous pouvez avoir. Et puis, il vous dit ici un intervalle de confiance. Pour ceux à qui ça parle, un intervalle de confiance à 95%, ça veut dire que vous avez 95% de chances que votre prévision se situe là-dessus, dans cet intervalle. Alors, si vous connaissez la loi normale, il y a de fortes chances que la prévision se situe exactement ici, en fait. Donc, ça vous permet tout ça de pouvoir anticiper vos commandes et de rationaliser tout ça. Si vous prenez le contexte j'ai acheté, justement, où vous avez des achats qui sont faits dans les différents établissements, l'idée de regrouper tout ça et d'avoir cette connaissance et après dispatcher, ça vous permet quoi? Ça vous permet d'anticiper au sein du GHT tous vos achats, mais peut-être aussi de challenger un peu les fournisseurs. Parce que c'est aussi votre intérêt à vous de dire, attention, je sais que tu es toujours en retard, j'ai les chiffres, essaye de faire des efforts. Ou alors à chaque fois que je te demande 100 produits, tu m'en livres que 50 et tu me dis que tu me livreras les 50 la semaine d'après. Donc tout ça, si vous avez cette connaissance que vous allez arriver à faire de la segmentation, ce qu'on appelle la segmentation des fournisseurs, à les caractériser, bah, ça vous donne de l'information justement pour mieux piloter vos ressources et puis vos achats. Ça va, ces deux cas vous paraissent assez clairs? Je vois des têtes opiniées, ça veut dire que oui. Très bien. Le dernier cas, alors je vais quand même aller revoir mon cas là, non, il ne veut vraiment pas, je suis désolé. Mais il le fait en temps normal, hein, je vous rassure. On le refera après pour ceux qui sont dubitatifs, si vous le souhaitez. Le dernier cas que je vous propose de voir, c'est le développement de vos services. Alors ça vous paraît peut-être un peu moins clair, mais on a été sollicité dans le cadre d'une étude par un établissement, je dirais notamment, par un établissement. Il y avait une start-up qui proposait un service à cet établissement. Ils nous ont dit, ça nous intéresse, mais on ne sait pas trop. Le service en question, c'était des lits connectés. Alors, ce n'est pas ceux-là, ils sont un peu plus jolis. Mais l'idée, c'était d'avoir un petit écran sur votre lit connecté qui vous permette, pour le service hospitalier, d'avoir un accès direct de l'infirmier, au docteur, d'avoir des choses comme ça. Le service qui était proposé aux patients, c'était d'avoir une connexion visio, Skype ou autre, directement avec ses proches. Parce qu'on sait que voilà, la proximité, des fois, de se déplacer à l'hôpital, c'est pas évident. Donc l'établissement en question s'est dit, bah, c'est intéressant comme service,
ça coûte cher, je ne peux pas changer tous mes lits, hein, parce que la solution idéale, on se dit, bah, je change tous mes lits, puis je propose le service, sauf que c'est un coût. Il y a l'allocation des lits par jour, il y a pas mal de choses qui sont derrière. C'est un budget aussi de racheter les trucs. Donc ils se sont dit, bah, nous on a envie d'y aller, mais on ne sait pas combien de lits on doit prendre, qui on adresse comme cible pour proposer des services, et puis quel ROI on peut espérer derrière, ou à quel prix, voilà, toutes ces questions. Donc ce que l'on a fait, plutôt que de leur dire bah, rachetez tous les lits, ou de leur dire bah, vous savez que c'est un produit qui est défini pour tel type de population, vous visez que cela, bah ouais, mais vous loupez peut-être des opportunités, vous n'optimisez pas justement ce service. Donc ce que l'on a fait là, on leur a dit bah, c'est simple, on est toujours obligé d'avoir malheureusement des données. On a fait un petit jeu d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on a contacté des personnes dont on avait le profil, l'âge, le sexe, situation familiale, etc., etc. On a proposé le service. Alors quand je dis on, c'est pas moi, c'est une société, mais voilà, ça a été fait comme ça. Et à la question, est-ce que vous seriez intéressé par ce produit? Oui ou non, 0 ou 1, on a connu. À partir de ça, on s'est dit, bon, on a un jeu d'apprentissage, est-ce qu'on arriverait justement à vous aider à optimiser, justement, est-ce qu'on y va ou on n'y va pas déjà, et puis à optimiser tout ça. Donc, je vais repartir sur l'outil SAP Predictive Analytics, qui est ici. Donc cette fois-ci, alors en statistique, on appelle ça du classement, la classification. On va essayer de classer les populations en 0 ou 1 et on va essayer d'expliquer leur comportement. Donc ici, je vais reprendre un autre jeu de données qui s'appelle MyData, qui est ici. Alors c'est un jeu de données, vous voyez, tout ce qu'il y a de plus basique, où vous retrouvez les informations de chacun des usagers, en termes de type de domaine d'activité, les années d'études, enfin on a mis tout ce qu'on pouvait. L'idée, on s'est dit, bah, allez, on demande un peu tout ça et puis on va voir ce que ça donne. Alors ici, il faut caractériser les données. Alors l'outil le fait très bien, hein. Généralement l'IA arrive à analyser très bien les données, donc c'est pratique. Il y a quelques trucs que j'ai rajoutés comme les valeurs inconnues, voilà, on peut paramétrer tout ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà. Hop, je n'ai pas décoché ça, on va faire tous les trucs. Parfait. Ici, on a besoin de lui mettre une variable cible. Alors la variable cible, c'est une variable qu'on appelle intérêt produit 0 ou 1, c'est ce qu'on essaye d'expliquer par rapport à toutes ces variables. Et là, on va lui dire maintenant, par rapport à toutes ces variables, détermine-moi quels sont les facteurs influents qui font qu'une personne est intéressée ou non. Alors là, c'est un peu plus sioux, il y a un peu plus de modèles derrière, donc il va mettre un peu plus de temps, mais rassurez-vous, il devrait y arriver, j'espère. Ou alors, je suis vraiment sur l'effet des mots jusqu'au bout. Il a réussi. Donc il vous fait un petit résumé en vous disant ouais, regardez, c'est super, il y avait ça, il y avait ça. Ce qui est important, c'est ça. C'est qu'il a dit, ok, parmi toutes les variables que tu as mis, il n'y en a que 7 qui sont vraiment importantes. C'est 7 que j'ai retenues. Il vous donne 2 critères pour pouvoir juger de la qualité de votre modèle. Le premier, c'est est-ce que mon modèle est explicatif? Est-ce qu'il me permet de pouvoir expliquer le phénomène? Il y a 0,99, tant qu'on est au-dessus de 0,95, on dit c'est bon. Donc il est explicatif, on dit chouette. Et le deuxième indice, alors vous ne voyez pas très bien, mais moi non plus d'ailleurs, 0,81, là c'est plus on est proche de 1, plus on sera sur un modèle prédictif. C'est-à-dire qu'on a vraiment ce deux côtés descriptif, explicatif, je comprends le phénomène, et puis des fois ça ne permet pas de faire de la prévision. Ici, l'indice nous dit on arrivera à faire de la prévision. On dit banco. Alors, maintenant qu'on a ça, allons voir un peu plus dans les données. La première des choses, c'est qu'on va voir les courbes de performance. Alors là, c'est peut-être un peu technique, mais je veux juste vous le montrer pour le plaisir d'avoir des courbes, parce que j'aime bien ça. Vous avez le modèle vert, paf, c'est le modèle parfait. Celui où vous avez tout le monde directement, vous visez les 25% de personnes qui étaient intéressées, vous les avez en sollicitant 25 personnes. Ça n'existe pas, ça. Vous verrez tout de suite. Le rouge, c'est pile ou face. Voilà, j'y vais au hasard, celui-ci est intéressé, celui-là non, celui-là oui. Et pour vous. Le bleu, vous l'avez compris, c'est le modèle qui a été déterminé. Donc plus il est proche du vert, mieux c'est. Croyez-moi, là, il est pas mal. Une deuxième chose qui est intéressante de voir ici, et je vous expliquerai pourquoi c'est intéressant de le voir, c'est qu'ici, le modèle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a calculé une probabilité, en fait, que la personne soit intéressée. Alors, ce n'est pas tout à fait une probabilité en statistique. Ici, on va appeler ça un score. On va lui donner un score qui dit, lui, il va être intéressé, lui, il ne sera pas intéressé. La population verte, c'est le score qui a été déterminé, c'est la densité, peu importe, c'est la population de personnes qui ne sont pas intéressées. On voit qu'ils ont des scores très faibles. Les bleus, c'est ceux qui sont intéressés, vous l'avez compris. Et là, on est sur des scores un peu plus hauts. Et puis on se dit, où c'est que je me mets? Parce que les deux populations sont un peu dissociées, mais elles sont quand même un peu confondues. On ne sait pas trop où fixer ce score. Gardez bien ça à l'esprit, je vais revenir après là-dessus.
La deuxième chose qu'on se dit, ok, bah, parfait, j'ai un modèle qui me permet d'expliquer le phénomène. Quels sont les facteurs influents? Quels sont les 7 qu'il a retenus? Là, on les voit ici, dans l'ordre croissant. Donc, plus la barre est importante, plus il y a de l'influence. On voit que le premier, c'est le statut marital, qui permet d'expliquer si la personne est intéressée ou non. Quel statut marital? Bah, je double-clique dessus, et j'ai le détail en me disant, bah voilà, c'est les personnes qui sont mariées ou en concubinage, vu que là on est en influence positive, eux seront plutôt intéressés par le produit. À l'inverse, les célibataires, ils ne sont pas trop intéressés. Alors ça peut se comprendre d'un point de vue méthodologique, parce que si on veut discuter avec des gens, il vaut mieux être avec quelqu'un. Mais bon, après ça, on peut vouloir parler à son cousin ou autre. La deuxième chose, si on regarde, on voit tous les critères. Un autre truc qui est intéressant, c'est de voir par exemple l'âge. Est-ce qu'il y a un phénomène d'âge? Ah ben on voit ici qu'en positif, on est surtout sur une tranche de personnes qui est entre 36 et 61 ans, ouais c'est ça, alors qu'à l'inverse, les personnes plus jeunes ne sont pas trop intéressées. Alors ça vous paraît peut-être clair d'un point de vue métier, quand on est dans le truc, on se dit ah bah oui c'est peut-être plus pour eux, sauf que là c'est pondéré. On a vraiment l'influence qui est derrière, et puis on mesure les interactions entre chaque, parce que là on le voit qu'en une dimension, mais en fait il y a des interactions qui sont derrière d'un point de vue statistique. Donc là, sans connaître le produit, si je ne connaissais pas le produit, j'avais que les données, j'arriverais à définir la segmentation à viser pour votre population. Est-ce que ça vous paraît clair? Ah, je vois moins de têtes opiniées d'un seul coup. Ça va trop vite? Non? Dites-moi. Donc voilà, on pourrait aller dans tous les trucs, par exemple le type d'emploi, voilà, on voit qu'on a deux types de populations qui vont définir, qui vont être plus ou moins intéressés. Donc ça c'est intéressant, maintenant on se dit, ok, j'ai un modèle qui est explicatif, qui me permettrait même de faire de la prévision, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien si j'ai les informations de mes patients qui sont passés sur l'année, pour caractériser tout ça, donc je sais ma population que j'avais, on va se dire, bah, je vais l'appliquer sur tous, et j'aurai pour chacun, bah, lui il aurait été intéressé, lui il n'aurait pas été intéressé, lui il est intéressé, etc. Donc ça vous permet d'avoir, entre guillemets, la population à viser, et puis la proportion que vous pouvez en attendre, justement par rapport à vos patients. Et puis, maintenant qu'on se dit ça, ok, je sais à peu près la proportion, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir optimiser tout ça. C'est combien de lits je prends? Est-ce que j'en prends 40, et puis je les mets dans la salle, et puis la personne, je le mets sur le lit, je fais, ah, au fait, il y a un service là-dessus, vous êtes intéressé? Oui, ah ouais, c'est bien. Ouais, je le savais, je l'avais prévu. Des fois, on se trompe. Donc c'est un coût tout ça. Imaginons, donc ici vous avez quelque chose qui s'appelle une matrice de coût. Alors c'est une matrice de confusion, d'ailleurs en statistique. Elle se lit très simplement, c'est que le modèle des fois il prédit oui vous serez intéressé, et puis bingo, vous êtes intéressé. Puis des fois il se trompe. Et oui, ça arrive, il n'est pas parfait. On l'a vu. Donc disons maintenant que si le modèle a prévu un oui, vous avez mis le lit dans la chambre, vous l'installez, vous lui dites « Ah, il y a un service sur ce lit, est-ce que vous êtes intéressé ?» Oui, ça tombe bien, j'avais prévu, c'est 15 € par jour. Voilà, c'est le service, il est comme ça, vous êtes intéressé, je le savais. Par contre, si la personne avait prévu un oui, on lui a mis le lit, et puis on lui dit « Vous êtes intéressé ?» Non, ah mince, ça me coûte 5 € par jour, parce qu'il y a de la location, il y a des choses derrière. Et bien là, si vous faites maximiser le profit, alors ça va bouger, je ne sais pas si c'est peut-être aller un peu vite, mais il vous sort le profit que vous pouvez avoir tenant compte de votre population, avec une partie aléatoire, parce que justement il arrive à savoir l'incertitude de son modèle, et puis le gain espéré. Et puis ce que vous n'avez pas vu en haut, c'est qu'ici il a changé le score. Si par exemple ici maintenant je prends un peu plus de risque, je dis ah, ok, celui-ci je le vends que 10 €. Mon service à journée, regardez bien ici le score, je fais le maximiser, pof, il a augmenté mon score. Si vous repensez aux deux populations qu'on avait tout à l'heure, en fait c'est où je place mon seuil pour définir bah, ceux-là seront intéressés ou pas. Je vois des têtes plus dubitatives d'un seul coup. Là. On avait 0,092 avant, là on a 0,124. Si je reviens sur mes courbes de performance qui étaient ici, hop. Grosso modo, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit si ça coûte 15 €, si ça me rapporte 15 € et que ça me coûte que moins 5 € si je me suis trompé, on va placer la barre à peu près ici. C'est-à-dire que je vais prendre des verres, mais tant pis, le jeu en vaut la chandelle. Maintenant, si ça coûte un peu moins cher, ça me rapporte moins que 10 € à place de, et puis je perds moins 5, je vais prendre moins de risques, je vais me placer 0,124 ici. On voit qu'on a la population verte qui est un peu plus dissociée. Voilà un petit peu l'analyse prédictive, comment elle peut vous aider à accélérer justement le développement de nouveaux services. Alors j'ai essayé de prendre quelque chose, c'était un cas que nous on a eu qui me paraissait probable pour vous et qui est assez explicite. Alors je vais quand même revenir là-dessus. Ah non, toujours
Si vous êtes intéressé, on pourra le refaire après, je suis sûr que ça va marcher. Des fois, il est un peu timide, voilà. La population, j'aime pas trop ça. Donc juste pour finir sur la présentation, donc voilà, c'est ce cas-là que vous voyez bien vos deux populations, les facteurs influents, maintenant vous connaissez ça par cœur, vous êtes à l'aise. La dernière chose, c'est les cas d'usage. Les cas d'usage, on en a entendu quelques-uns ce matin, qui sont des vœux pieux, je dirais, de pouvoir améliorer le diagnostic des maladies, de pouvoir adapter le suivi des clients, de pouvoir centraliser les documents de recherche. Là, on est quand même sur des visions, je vais le dire, mais peut-être un peu lointaines, peut-être qui sont moins terre à terre. Ce que j'ai listé ici, c'est un certain nombre de cas d'usage pilotes qu'on a commencé à mettre en place au cépage grâce à l'analyse prédictive. Donc à l'échelle d'un établissement, ce qu'on a commencé à mettre en place, c'est la gestion des ressources humaines, c'est question de taux d'absentéisme, de meilleure compréhension justement de ce qui se passe derrière, de maintenance prédictive, je ne sais pas si c'est une notion qui vous parle, mais par exemple, j'avais eu le cas, c'était en radiologie, où il y avait une machine qui était en panne, on me dit « Ah ouais, mais ça on le sait, de toute façon, dès qu'on fait 3 jours non-stop à la faire tourner, elle tombe en panne. » Cette connaissance que vous avez, cette expérience, elle doit se traduire d'un point de vue mathématique. Elle doit vous permettre d'anticiper, à dire « Attention, on va peut-être aller dans l'autre salle, on va faire de la maintenance prédictive sur celle-ci, préventive dans ce cas-là, et puis on sait qu'on ne va pas tomber en rade, et puis si on a un rush, on aura les deux machines qui vont marcher. » Donc ça, c'est plutôt à l'échelle d'un établissement. Et ce qu'on a vu à l'échelle d'un GHT, et là je rejoins un peu ce qui a été dit, c'est une véritable opportunité, ça va être de caractériser les commandes passées, donc ce qu'on a fait avant, les facteurs influents, de mutualiser ces achats de manière optimale, d'optimiser donc les coûts, de faire de la segmentation des fournisseurs, c'est-à-dire définir ceux qui sont bons, ceux qui ne sont pas bons. On a vu sur certains cas de GHT où on avait 2 établissements dans le GHT, le même fournisseur ne faisait pas le même prix sur les deux. Il y en a un qui livrait tout le temps en plus à l'heure, et puis l'autre c'était une semaine de retard, et puis il n'y avait pas tous les trucs. Voilà, là on a de la segmentation, et puis on va pouvoir les challenger, c'est ça aussi. L'intérêt pour vous, ça va être d'aller challenger le fournisseur en disant « Maintenant, il va falloir faire des efforts, parce que les prix que tu me vends, je ne suis pas d'accord par rapport au service qu'on a derrière. » Donc c'est tout ça que vous avez. Le ratio entre le nombre de suspensions et le nombre de commandes dans l'année, ça c'est toujours par rapport au fournisseur. L'étude des produits aussi. Qu'est-ce que vous vendez le plus, comment vous l'utilisez, les comportements que vous en avez par rapport à ça, et puis anticiper les différences entre le nombre de commandes livrées. On reste toujours sur ce côté fournisseur. C'est un certain nombre de cas qu'on a recensés. Je suis sûr que vous en avez d'autres en tête, maintenant que vous êtes à l'aise sur l'analyse prédictive. Juste pour finir, j'aimerais bien faire un petit recensement, un petit sondage à main levée par rapport à ces différents cas d'usage. Est-ce qu'il y en a certains qui vous paraissent plus pertinents à mettre en place? Ou peut-être pas du tout d'ailleurs. Ou alors tous, c'est très bien. Je ne sais pas si on parle par exemple à l'échelle d'un établissement, la gestion des ressources humaines. À votre avis, est-ce que c'est un sujet d'intérêt pour vous? Ouais. Alors on va faire ça à main levée pour avoir une vision un petit peu, parce qu'il y a des oui un peu partout, j'ai du mal à compter. Main levée, n'ayez pas peur, je m'en... Parfait. Ok, donc le taux d'absentéisme, ce genre de choses, c'est parfait. Maintenance prédictive, justement sur toute la gestion des machines, prévoir les pannes, etc. Enfin, prévoir, anticiper des non-pannes, justement, du coup. Oui, non? Oui, pareil. Je vois quelques mains, un peu moins quand même, là. Je vois que c'est un sujet peut-être un peu moins poussé. À l'échelle du GHT, tout ce qui est la rationalisation des commandes et des achats, l'optimisation. Ah, là, je sens une unanimité un peu plus forte. La segmentation des fournisseurs, pour savoir ceux qui trichent, ceux qui sont bons ou pas. Ouais, donc en fait tous. Ok. Donc on est bien tombé, c'est parfait. Ok, bah parfait. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train de mettre en place. N'hésitez pas à revenir vers le cépage, justement, parce que nous, on travaille avec eux pour les accompagner sur ces solutions. Si vous êtes intéressé par ça, on peut après en rencontrer et puis aller un peu plus loin sur vos données pour faire du spécifique. Il me reste à vous dire merci à tous de votre écoute et on reste à disposition aujourd'hui pour discuter, ce soir ou demain, après par mail. Voilà. Merci à vous.